Avant qu'un seul bloc de béton ne soit posé, les ingénieurs chinois ont dû affronter leur ennemi le plus dangereux, l'impossibilité de voir. Sous la baie de Jinzhou, l'océan n'est pas simplement composé d'eau. Il s'agit d'un labyrinthe invisible de boues instables, de cavités géologiques profondes et de courants sous-marins imprévisibles. Construire un aéroport sur la mer n'a rien de comparable avec une construction sur la terre ferme, où l'on peut observer les pentes, les couches rocheuses ou les irrégularités du sol. Ici, tout est dissimulé sous une obscurité permanente. Pour briser cet aveuglement, la Chine a déployé certaines des flottes de prospection marine les plus avancées au monde. Équipés de systèmes sonars multifaisceaux, ces navires fonctionnent comme des chauves-souris géantes. Ils émettent des millions d'impulsions acoustiques par seconde qui traversent l'eau, rebondissent sur le fond marin et reviennent vers les capteurs. Les ordinateurs transforment ensuite ces échos en cartes tridimensionnelles d'une précision pouvant atteindre le millimètre. Mais observer la surface ne suffisait pas. Les ingénieurs ont dû forer plus de 20 000 sondages de reconnaissance, chacun descendant à plusieurs centaines de mètres sous le plancher océanique. La raison est simple et terrifiante, sous le sable peuvent se cacher des poches de boue molle capables de détruire une piste d'atterrissage valant des milliards d'euros. Si elles ne sont pas détectées à temps, la structure pourrait glisser comme sur une peau de banane au moment précis où le premier avion toucherait le sol. Chaque échantillon extrait du sous-sol est comme une page de l'histoire géologique de la planète, révélant des millions d'années de transformations invisibles. Cette phase n'est pas seulement une opération technique, c'est le premier dialogue entre l'ambition humaine et les secrets de l'océan. Une fois les cartes du fond marin achevées, une question essentielle s'est imposée d'où obtenir des milliards de mètres cubes de terre et de roches pour combler la mer. Transporter un tel volume de matériaux depuis la terre ferme à l'aide de camions aurait été logistiquement irréalisable et économiquement absurde. La solution devait venir de l'océan lui-même. C'est alors que la Chine a déployé l'une de ses machines les plus impressionnantes, la superdrague autopropulsée Tian-Kun. Ce navire n'est pas un simple bateau, c'est une véritable usine flottante à l'échelle industrielle. À sa proue se trouve un système de coupeurs en acier à ultra haute résistance, capable de broyer de gigantesques blocs rocheux au fond de la mer comme s'il s'agissait de glace raclée à la cuillère. Une fois fragmenté, le mélange de roches, de sable et d'eau est aspiré à l'intérieur du navire, puis projeté à grande distance par un immense canon hydraulique. Cette technique porte le nom de Sand Rainbowing, ou arc-en-ciel de sable. Vu de loin, le procédé ressemble à un spectaculaire arc multicolore s'élevant au-dessus de l'océan et s'étendant sur des centaines de mètres. Pourtant, derrière cette image presque poétique, se cache un calcul scientifique d'une extrême précision. En projetant le sable depuis une hauteur soigneusement contrôlée, les grains se réorganisent naturellement pendant leur chute, générant une première phase de compactage du terrain. Parallèlement, cette méthode permet de répartir le matériau de manière homogène, sans endommager la couche de géotextile protectrice située en dessous. La Tian-Kun est capable de créer en une seule journée une surface équivalente à plusieurs terrains de football. Peu à peu, l'océan recule. La frontière du continent se redessine et la mer cède de l'espace au désir humain de voler toujours plus haut. Construire une île au milieu de l'océan revient à tenter d'ériger un château sur de la gélatine. Si l'on se contente de déverser du sable dans la mer, les vagues et les marées l'emporteront en quelques jours seulement. Pour empêcher l'île de se dissoudre avant même d'exister, les ingénieurs ont eu recours à une solution aussi simple en apparence que brillante dans sa conception, le sandwich géotechnique. La couche inférieure, en contact direct avec la boue meuble du fond marin, est constituée d'un matériau exceptionnel appelé géotextile. On peut l'imaginer comme une membrane de protection extrêmement résistante dont la fonction est d'empêcher le sable fraîchement déposé de se mélanger à la vase instable située en dessous. Sans cette barrière invisible, toute la structure s'effondrerait dès sa base. Au-dessus du géotextile sont disposés d'énormes blocs rocheux dont certains atteignent la taille d'un camion. Ces rochers forment le squelette structurel de l'île. Ils apportent du poids, de la friction et de la stabilité, créant un réseau solide capable de résister aux forces permanentes de l'océan. Le sable est ensuite injecté dans les interstices, comblant les vides et formant un ensemble compact et cohérent. La science de ce système réside dans l'interaction entre des matériaux opposés.
La rigidité de la roche fournit la résistance, tandis que la flexibilité du tissu répartit les charges et absorbe les mouvements. Dans des projets tels que l'aéroport international de Hong Kong, cette technologie a permis de créer des fondations suffisamment solides pour résister pendant des siècles à la pression continue des courants marins. Il ne s'agit pas simplement d'empiler des matériaux. C'est un duel intellectuel entre la gravité l'eau et l'ingénierie humaine dont naît une île qui, bien que créée sur la mer, demeure solidement ancrée au fond de l'océan. Une île fraîchement créée n'est pas à proprement parler une terre ferme. À ses débuts, elle se présente comme une masse meuble de sable saturé d'eau et de bulles d'air. Si un avion de ligne pesant près de 500 tonnes tentait d'y atterrir à ce stade, la surface s'enfoncerait immédiatement et la piste serait réduite à l'état de décombre. Pour transformer ce terrain fragile en une base solide, les ingénieurs ont recours à une technique appelée vibroflottation ou compactage vibratoire. Le principe est étonnamment simple. Imaginez une boîte remplie de sucre même lorsqu'elle semble pleine d'innombrables espaces vides subsistent entre les grains. Il suffit de secouer légèrement la boîte pour que le niveau baisse et que le contenu devienne beaucoup plus dense. À l'aéroport international de Xiamen, ce processus a été appliqué à une échelle océanique. D'énormes sondes vibrantes, dont la longueur équivaut à celle d'un immeuble de 10 étages, sont enfoncées profondément au cœur de l'île artificielle. Une fois activées, elles vibrent à des fréquences extrêmement élevées. Ces vibrations forcent l'eau et l'air emprisonnés à remonter vers la surface, tandis que les grains de sable se déplacent et s'imbriquent dans la configuration la plus compacte possible. L'ensemble de l'opération est surveillé en temps réel grâce à des capteurs intelligents de pression et de déformation. Lorsque le sol atteint un niveau précis de compactage, il cesse de se comporter comme du sable meuble et devient une masse géologique stable, capable de supporter des charges parfois supérieures à celles de nombreux sols naturels. C'est le véritable processus de forge du terrain, la transformation de particules dispersées en une base presque indestructible, prête à accueillir le poids de l'aviation moderne. L'océan n'accepte jamais facilement qu'on lui arrache du territoire. Les tempêtes tropicales peuvent engendrer des vagues hautes de plusieurs dizaines de mètres capables d'exercer une force destructrice de plusieurs milliers de tonnes par mètre carré. Sans protection adéquate, même l'île artificielle la mieux conçue serait progressivement érodée et finirait par s'effondrer après une seule saison de typhon. Un aéroport construit en mer a besoin d'une véritable armure. Pourtant, le secret de cette protection ne réside pas dans une rigidité absolue. Un mur de béton plat et vertical obligerait les vagues à frapper de plein fouet, concentrant toute leur énergie en un point unique. Tôt ou tard, cette violence finirait par briser la structure. Les ingénieurs chinois ont donc adopté une approche radicalement différente, dissiper l'énergie au lieu de la combattre. Pour cela, ils ont utilisé des blocs de béton spéciaux appelés tétrapodes ou acropodes aux formes irrégulières rappelant d'énormes dents ou des étoiles de mer figées dans la pierre. D'un point de vue hydrodynamique, ce design est remarquable. Lorsqu'une vague puissante atteint le brise-lames, elle ne rebondit pas brutalement. L'eau se fragmente, s'infiltre entre les bras des blocs et les courants se heurtent les uns aux autres à l'intérieur de la structure. L'énergie se dissipe alors progressivement, se transformant en écume inoffensive. Cette armure protège non seulement l'île contre l'érosion continue, mais elle permet également à l'aéroport de résister aux assauts les plus violents de la nature. C'est une leçon fondamentale de l'ingénierie moderne. On ne triomphe pas toujours de la force en lui opposant plus de force, mais en la comprenant et en la laissant se dissoudre. En pleine mer, il existe un ennemi silencieux et omniprésent qui menace toutes les grandes structures métalliques, le sel. Les minuscules particules salines présentes dans l'air marin et dans l'eau salée sont capables de s'infiltrer à travers les microfissures du béton et d'attaquer les armatures en acier dissimulées à l'intérieur. Une fois que l'acier commence à s'oxyder, le processus devient implacable. Le métal se dilate, provoque des fissures internes et entraîne la dégradation progressive de l'ensemble de la structure de l'intérieur vers l'extérieur. Sans protection adéquate, un aéroport dont le coût avoisine les 15 milliards d'euros pourrait se détériorer gravement en seulement quelques décennies. Pour éviter ce scénario, les ingénieurs et les scientifiques ont dû développer des matériaux dignes du futur.
Le premier d'entre eux est le béton à ultra haute performance, connu sous le sigle BHP. Sa densité exceptionnelle empêche presque totalement l'infiltration de l'eau salée, ralentissant considérablement les mécanismes de corrosion. La seconde ligne de défense est encore plus sophistiquée, la protection cathodique. Ce système consiste à appliquer un courant électrique de faible intensité aux armatures en acier, transformant l'ensemble de la structure en cathode. Selon les principes de l'électrochimie, cette méthode bloque pratiquement le processus d'oxydation. Dans le méga-projet du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, l'une des infrastructures maritimes les plus complexes au monde, cette technologie a permis aux îles artificielles d'atteindre une durée de vie estimée à plus de 120 ans sans nécessité de réparation structurelle majeure. Il s'agit d'une guerre chimique silencieuse, mais extrêmement exigeante, dans laquelle l'ingénierie humaine affronte l'une des forces de dégradation les plus persistantes de la planète, le temps allié au sel de l'océan. La piste d'atterrissage constitue l'ultime scène du projet, l'endroit précis où des aéronefs pesant plusieurs centaines de tonnes entrent en contact avec le sol à des vitesses extrêmes. Sur une île artificielle, le pavage ne consiste pas simplement à niveler une surface. Durant les premières années, l'île continue de subir un tassement naturel même minime, et la piste doit être capable d'accompagner ce mouvement sans se fissurer. Pour répondre à cette exigence, les ingénieurs utilisent un asphalte modifié au polymère, un matériau spécialement conçu pour offrir à la fois une grande élasticité et une résistance thermique exceptionnelle. Cette composition permet à la surface de se déformer légèrement, sans se rompre tout en conservant son intégrité structurelle sous des charges et des températures extrêmes. Le processus de construction, comme à l'aéroport international de Pudong, s'apparente à une opération chirurgicale de haute précision. Les finisseurs sont guidés par des systèmes de navigation par satellite et des technologies laser garantissant que l'erreur de planéité ne dépasse pas 3 mm sur toute la longueur de la piste qui peut atteindre 4 km. Mais l'innovation la plus remarquable se trouve sous la couche d'asphalte. Une dense trame de capteurs en fibre optique y est intégrée, agissant comme le système nerveux de l'aéroport. Ces capteurs transmettent en continu des données vers le centre de contrôle. Si une zone s'affaisse, ne serait-ce que de quelques millimètres, une alerte immédiate est déclenchée afin que les ingénieurs puissent intervenir avant qu'un problème majeur ne survienne. La piste cesse alors d'être une simple voie de roulement pour devenir une surface intelligente conçue pour garantir un niveau maximal de sécurité à chaque décollage et à chaque atterrissage. La construction d'un aéroport gigantesque au milieu de l'océan entraîne inévitablement des impacts profonds sur l'écosystème marin. Les nuages de sable en suspension, le bruit continu des travaux et la modification des courants peuvent détruire les récifs coralliens et perturber durablement les populations de poissons locales. La Chine a appris cette leçon à un coût élevé. Lors de projets antérieurs, notamment près de Sanya, certains chantiers ont dû être interrompus afin de réévaluer leurs conséquences environnementales. Ces expériences ont conduit les ingénieurs à une conclusion essentielle: il ne suffit pas de conquérir l'océan, il faut apprendre à coexister avec lui. C'est ainsi qu'est né le concept de construction marine durable. Pendant les travaux de l'aéroport, d'immenses rideaux anti-sédiments ont été déployés autour des zones de chantier. Ces barrières flottantes empêchent la dispersion du sable en suspension vers les récifs voisins, protégeant ainsi les habitats marins les plus fragiles. Mais l'innovation la plus remarquable se trouve dans la conception même des brise-lames. Les ingénieurs ont volontairement créé des surfaces rugueuses, des fissures et des cavités artificielles dans les blocs de béton. Ces formes ne sont pas le fruit du hasard, elles sont conçues pour favoriser la colonisation des coraux des algues et des mollusques. Au fil des années, ces structures apparemment inertes se transforment en véritables cités sous-marines foisonnantes de vie et de couleurs. L'aéroport devient alors un récif artificiel géant où la biodiversité marine prospère juste sous les pistes d'atterrissage les plus fréquentées. C'est une démonstration puissante de la possibilité de concilier progrès technologique et préservation de la nature. Lorsque le terrain est enfin stabilisé et que la piste est prête, le cœur de l'aéroport commence véritablement à battre. Pourtant, les structures les plus visibles, le terminal et la tour de contrôle, doivent affronter un adversaire différent, constant et invisible: le vent.
En pleine mer sans relief naturel ni bâtiment pour faire écran, les rafales lors des tempêtes peuvent atteindre des niveaux extrêmes, comparables aux catégories les plus élevées de l'échelle de Beaufort. Une telle violence suffit à mettre à l'épreuve les structures d'acier les plus robustes. Pour relever ce défi, les ingénieurs chinois ont fait appel à l'aérodynamique. À l'aéroport international de Shenzhen, le terminal 3 a été conçu avec la forme d'une gigantesque raie manta. Cette architecture ondulante ne répond pas uniquement à des critères esthétiques. Chaque courbe a été calculée pour permettre au vent de glisser le long du bâtiment plutôt que de le frapper de plein fouet, réduisant ainsi considérablement la pression exercée sur la structure. La tour de contrôle, véritable phare de l'aéroport, représente un défi technique supplémentaire. Elle repose sur un système spécial de pieux profondément ancré dans la couche rocheuse la plus stable du sous-sol marin. À l'intérieur, des dispositifs hydrauliques d'amortissement absorbent les vibrations et maintiennent la tour parfaitement stable même lors des tempêtes les plus violentes. Ici, l'ingénierie rencontre l'art architectural. Entre le vent et les vagues, ces structures demeurent debout, orchestrant des milliers de vols et reliant les continents depuis un lieu où autrefois il n'y avait que l'océan. Imaginez un instant que vous êtes aux commandes d'un avion de ligne. La nuit est tombée. Une tempête fait rage au-dessus de l'océan. La visibilité est presque nulle. Autour de vous, il n'y a que l'obscurité, l'eau et des nuages épais. À cet instant précis, l'aéroport doit se transformer en une véritable constellation artificielle pour guider votre descente avec une précision absolue. Situé entièrement en pleine mer, le système d'éclairage d'approche ne peut pas être installé sur la terre ferme. Il est donc construit sur de longs viaducs s'avançant dans l'océan. Des milliers de luminaires, LED à haute intensité, percent la brume et résistent à la salinité ainsi qu'aux conditions les plus extrêmes, créant un couloir lumineux visible à plusieurs kilomètres. En complément, un radar à antenne à balayage électronique, dit radar à réseau phasé, assure une surveillance continue à 360 degrés. Ce système est capable de détecter aussi bien de petites embarcations que des groupes d'oiseaux migrateurs, garantissant la sécurité du trafic aérien dans l'un des environnements les plus complexes au monde. Une autre technologie essentielle est le système d'atterrissage aux instruments ou ILS. La surface de la mer réfléchissant. Les ondes radio, avec une intensité bien supérieure à celle de la Terre, les ingénieurs doivent calibrer les signaux avec une précision extrême. L'avion descend alors en suivant un véritable rail virtuel invisible suspendu dans l'air. Lorsque les roues touchent enfin la piste sous l'éclat de dizaines de milliers de lumières, la technologie a vaincu la peur. Le projet d'un coût proche de 15 milliards d'euros est officiellement achevé. Une portion de mer vierge s'est transformée en une porte lumineuse vers l'avenir. Et maintenant, une dernière question, laquelle de ces 10 étapes vous a semblé la plus difficile à construire?